Alors, bonjour tout le monde. Merci de prendre quelques minutes, une heure à peu près de votre temps là, pour participer à notre webinaire. On sait que c'est une courte semaine cette semaine, alors on l'apprécie beaucoup. Je vois là, qu'il y a encore quelques personnes qui prennent place. On va débuter tranquillement. Je vais commencer par vous indiquer que ce webinaire est enregistré. Donc, si jamais c'est un souci pour vous, vous pouvez quitter le webinaire. Euh, mais ça nous permet, autrement dit, ça nous permet de vous faire parvenir dans les jours qui suivent l'enregistrement de ce webinaire-là, si vous voulez le consulter de nouveau. Mais dès ce midi, aux alentours de midi, après le webinaire, vous devriez recevoir la version PDF des diapositives qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les raisons d'opter pour Power BI Premium. Il y aura une période de questions à la fin avec notre conférencier invité, mais en cours de route, si jamais vous pensez à des questions, n'hésitez pas là, à les soumettre dans le panneau de discussion qui se retrouve là à la droite de votre écran. Aussi, il y aura quelques sondages au cours de ce webinaire. Si vous êtes en plein écran, il faudra sortir du mode plein écran pour pouvoir participer à ces séminaires, à ces sondages-là. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par attirer votre attention sur notre fin de saison de webinaire avec deux événements que l'on tient au mois de juin. Le premier, c'est Analytics NED. En fait, c'est pas tout à fait une journée, c'est plutôt 4 heures de durée. C'est peut-être un petit peu plus technique. Là. Je voyais la liste d'inscription. Il y avait quand même beaucoup d'analystes ou de développeurs BI, mais il y avait quand même quelques utilisateurs un peu plus là, de Power BI. Donc, c'est peut-être un petit peu plus technique là, que pour les utilisateurs, si on veut. Mais c'est un atelier de 4 heures environ sur Synapse, comment mettre en place un environnement analytique. Et c'est en français. C'est la première fois qu'on va donner une formation comme ça en français. C'est organisé en fait par Microsoft et ça va être nos conseillers qui vont animer cette rencontre-là. Le dernier webinaire en tant que tel, c'est le 16 juin. Et on va avoir des conférenciers invités, encore une fois, de Microsoft. Il s'agit de Robert Luong et de Benjamin Leroux qui vont nous présenter l'architecture d'Etamesh, qui est un peu un nouveau paradigme dans l'organisation des analytiques qui mélange un peu architecture, mais aussi façon de faire. Alors, c'est un sujet qui, je pense, va bien clore notre saison là, de webinaire. Alors, je vous invite à, à jeter un coup d'œil ou à vous inscrire. J'attire votre attention sur notre page entrepôt de données. Comme vous pouvez voir, les événements, dont celui d'aujourd'hui, se retrouvent en haut de page. Donc, si vous voulez vous inscrire à ces webinaires ou à ces événements-là, vous pouvez cliquer sur ces pages-là. Mais je mentionnais tantôt là, que c'est surtout des événements techniques, mais pour les utilisateurs Power BI, s'il y a d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, on a une bibliothèque d'événements passés qui pourrait peut-être vous intéresser, que ce soit là, comment combler un besoin opérationnel avec Power Apps ou comment automatiser la gestion des comptes receveurs avec Power BI. Donc, il y a une panoplie de 3 ans d'événements que vous pouvez consulter sur demande là, dans cette section-là. Mais j'aimerais aussi les inviter à vous abonner à notre page LinkedIn. Comme vous pouvez voir, là, les événements qui viennent ou il y a des capsules d'informations sur l'analytique, mais aussi vous avez la possibilité de visionner certains webinaires qu'on a fait dans le passé. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous en débutant. Peut-être juste aussi mentionner pour ceux, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de nouveaux venus sur nos webinaires. On a des habitués, mais on a toujours des nouveaux venus. Faction A, on est une firme de service conseil. On ne vend pas de licence, on fait seulement
accompagner nos clients, soit dans la mise en place de services analytiques, des tableaux de bord Power BI, comme ce qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi toute la planification puis la mise en place de l'infrastructure pour appuyer tout ça. On fait aussi, bien entendu, les migrations vers les environnements Azure. L'info nuagique devient de plus en plus incontournable. Mais on a ajouté une corde à notre arc depuis 2 ans environ avec la création d'applications un peu plus opérationnelles avec la suite Power Platform au sein duquel se retrouve Power BI, bien entendu, mais aussi les Power Apps, Power Automate et ainsi de suite. Puis on offre des services gérés donc pour soutenir la production de nos clients lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils n'ont pas tout à fait l'équipe interne. Alors, petite pause publicitaire terminée. Si on regarde ce qu'on va faire aujourd'hui, comme le nom l'indique, c'est pour vous permettre de bien comprendre les fonctionnalités additionnelles qu'offre l'option premium. Vous savez qu'avant, la plupart des organisations avaient Power BI Pro pour la plupart et on considérait la version premium là, avec le licensing par capacité comme étant un petit peu hors d'accès ou pour les plus petits déploiements, là, vraiment trop onéreux. Mais franchement, avec cette introduction-là récente là, de l'option par utilisateur, qui est à peu près le double de ce que Power BI Pro coûtait, ben, ça peut-être donne accès à des organisations de considérer cette option-là. Et c'est pour ça qu'on a pensé organiser cet événement-là avec mon collègue, mon ex-collègue, je devrais dire, Christian Côté. On a travaillé ensemble il y a une quinzaine d'années, je pense, Christian, qu'on se disait hier. Alors, Christian est un consultant indépendant en analytique en Power BI puis il traîne sa bosse dans le milieu des TI depuis une vingtaine d'années. Il est aussi MVP Microsoft, donc c'est un expert reconnu là, dans Power BI. Il travaille longtemps depuis ce temps-là, puis il est au fait là, des nouveaux développements, puis de l'historique aussi là, de développement de Power BI et même de la genèse auparavant. Là. Bonjour Christian, en passant, je te Bonjour, regarde à droite parce que là, c'est beau, c'est beau. je vois, je te vois de ce côté-là. Et il est aussi co-leader du groupe d'utilisateurs Data Platform Microsoft de Montréal. Oui, Alors, Christian, merci d'avoir accepté notre invitation. merci de m'inviter. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est bien entendu les différentes options de déploiement de Power BI Premium. Je pense que tu as appelé ça les saveurs ou les flavors dans ta Oui, présentation en anglais. c'est ça. Tu vas aussi comparer Premium et Pro, Oui, la différence entre les deux. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent obtenir avec Premium la de nouvelle plus. option par De- utilisateur là, Oui, de plus? Tu vas nous parler aussi des data flows, des rapports paginés. Il va y avoir quelques démonstrations. Là, on a mis ça là, à la fin là, des différents points, mais tu vas nous pimenter là, tes présentations de oui, démonstration pour illustrer un peu là, ce que tu oui. nous dis. On va parfois arrêter la présentation en tant que telle pour montrer un petit peu ce que c'est précisément, là, parce que sinon, on parle, on parle, on parle, c'est très théorique, là. Donc, voilà. Exactement. Alors, on va arriver avec une conclusion à la fin, puis la période de questions, mais comme je disais, si jamais vous avez des questions en cours de route, ben je t'interromprai peut-être là, pour Oui, amener ce sujet-là, mais en gros, là, on va essayer de se garder quelques minutes à la fin là, pour répondre à toutes les questions. Puis si jamais il nous manque de temps, parce je sais que tu as beaucoup de contenu, puis tu peux en parler pendant très longtemps, ben, à ce moment-là, on pourra répondre par courriel aux questions qu'on oui, n'aura oui, pas eu l'occasion de répondre sur sans le coup. problème. Alors, peut-être avant là, de te passer le bâton ou le micro, je devrais dire, pour le reste du webinaire, on aime bien, en quelque sorte, faire connaissance avec les participants à nos webinaires. Question là, de savoir à qui on parle un peu. Alors, j'ai un sondage pour vous. Alors là, c'est le moment de sortir de votre plein écran, si c'est ce que vous avez comme mode de visualisation. Alors, ce qu'on vous demande présentement, c'est quel est votre outil de visualisation? Est-ce que vous utilisez Power BI Pro
au Power BI Premium ou une autre plateforme. Alors, ça nous permet un peu de voir à qui on parle aujourd'hui. Alors, là, je vois qu'il y a déjà des réponses qui rentrent. On est à peu près rendu aux 3/4 des personnes. Je vais laisser encore quelques secondes là, pour permettre à tout le monde de répondre. Je vois que ça se stabilise. Alors, OK, non, ça monte encore. Alors, une petite seconde encore, Power BI Pro ou Premium ou une autre plateforme, là, si c'est le cas. Alors, je vais fermer le sondage et vous présenter maintenant le résultat. Alors, on a la moitié de l'auditoire qui est présentement sur Power BI Pro et quand même 14% qui sont déjà sur Power BI Premium. Mais on voit que quand même à peu près le tiers, un petit peu plus du tiers là, des participants qui sont sur une autre plateforme. Alors, c'est l'occasion parfaite d'apprendre ce que Premium ou Pro aussi, bien entendu, on va en parler un peu, mais particulièrement Premium peut vous offrir. Et un autre petit sondage rapide pour terminer le tout, pour donner un peu d'informations à notre conférencier invité qui voulait savoir si vous utilisez déjà SSRS ou les rapports paginés. Alors, j'espère que ça traduit bien ce que tu voulais comprendre, Oui, Christian, oui, mais oui. non, ce n'est pas une priorité pour nous, donc on n'utilise pas ça. Non, mais on songe peut-être à ça. Et bien entendu, il y a une section là, de la présentation de Christian qui va répondre un peu à pourquoi ça pourrait être intéressant puis ce que ça vous permet de faire. Oui, et tout va bien, donc pas de problème de ce côté-là, mais oui, mais nous considérons passer un Power BI Premium, particulièrement si vous utilisez SSRS. Alors, je regarde du côté des réponses, excusez-moi, et je vois qu'on a à peu près 3/4 des personnes qui ont complété le sondage. Alors, je le répète, là, non, ce n'est pas une priorité pour nous, ça ne nous intéresse pas. Non, mais on y réfléchit dans l'avenir. Oui, tout va bien. Puis oui, ben, justement, là, on pense peut-être passer à Power BI Premium pour les options de rapport paginé là, que va nous montrer Christian tout à l'heure. Alors, je pense qu'on peut clore le sondage et je vais vous présenter maintenant le résultat. Alors, pour à peu près pour 21% là, des participants, ce n'est pas vraiment une priorité, là, les rapports paginés. Mais quand même 41%, donc la plus grande partie de l'auditoire pense qu'ils ne l'ont pas, mais qui seraient peut-être intéressés là, à considérer cette option-là. Quand même 15% utilisent déjà là, des rapports paginés et certains qui l'utilisent, donc quand même près de 50% des participants qui l'utilisent, mais pensent aussi considérer Power BI Premium là, pour augmenter peut-être les fonctionnalités. Alors, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Ceci dit, ça nous amène à la présentation de Christian. Alors, Christian, je vais te passer le contrôle Oui. de la présentation. Tu devrais avoir reçu une Oui. notification. Oui, show Parfait. screen. Alors, je te laisse continuer. Oui. Alors, bonjour. Ce que je vais faire, c'est moi juste voir si j'ai la bonne écran. Sylvain, est-ce que tu vois mon écran avec Power BI à l'arrière et GoToWebinar? Excuse-moi, j'avais fermé mon micro. Je Excuse-moi, est-ce que tu vois, vois oui, Power BI? je vois un petit peu, je vais maximiser la Oui. fenêtre. Je vois GoToWebinar, oui, c'est ça. Ah, OK. Puis là, tu vois ma présentation, c'est ça? Exactement. Parfait. OK. Donc, je n'ai pas pris le bon moniteur, mais c'est pas grave. Alors, Power BI Premium per User avec les études de report, donc Reporting Services présentement. Sylvain a un petit peu décrit qui est-ce que je suis, je suis dans le mode présentation.
Sylvain a décrit qui est-ce que je suis. Moi, je suis un solution architect. J'ai beaucoup d'expérience au niveau du data warehousing et du big data aussi. J'ai écrit quelques books, wow, quel beau franglais, quelques livres sur les data integration, donc Data Factory, SSIS, et je suis un Data Platform MVP, comme Sylvain disait, donc ça veut dire que je suis au fait de tout ce qui se passe au niveau de la plateforme données de Microsoft. Donc, ça c'est l'agenda, Sylvain en a parlé, on va passer ici. C'est quoi les différentes saveurs qu'il y a? Il y a le Premium, les licences régulières de Power BI Premium. Donc, on a différentes capacités, là, en gros, mais on prend la licence, exemple, la P1, qui coûte environ 7 300 canadiens, dépendamment de votre de vos licences en tant que telles, là, de l'entente que vous avez avec Microsoft. On parle d'à peu près 6 500 à 6 300 dollars ici. Ça nous permet d'avoir 5 000 usagers en tout. Là-dessus, il y aurait quelque chose comme 1000 usagers pro et le restant, ce serait des viewers. Donc, ce serait des gens qui n'ont pas besoin d'avoir une licence pro pour pouvoir voir le contenu. Donc, ceux qui veulent partager, publier du contenu vont avoir besoin d'une licence pro, mais les autres peuvent voir le contenu sans avoir de licence pro. Ce qui n'est pas le cas présentement avec Power BI Service, donc Power BI Pro. Donc, il faut avoir une licence pour voir le contenu partagé par d'autres avec Power BI Pro. Power BI Premium, nous, on peut avoir des viewers aussi. Ça veut dire que pour une entreprise de 5000 employés et moins, c'est un modèle qui s'applique très bien. Ici, la capacité aussi, je peux avoir des modèles de jusqu'à 400 gigs. Donc, c'est quand même assez volumineux. Les gens qui ont beaucoup de données, c'est le modèle qui s'impose ici. Je peux avoir du Power BI Sandbox ici. Ça veut dire que je pourrais avoir un tenant Power BI Premium pour ma production, mais je voudrais avoir un tenant différent pour ce qui est QA ou ce qui est développement, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir Power BI Sandbox ici, donc Embedded. On peut le faire avec Azure. Je vais vous montrer tantôt comment ça se fait. Et finalement, ce que Microsoft vient juste d'ajouter, c'est Power BI Premium per User. Donc, ça, on sauve au niveau des coûts, c'est certain. 250 usagers, parce que 250 usagers multipliés par 25 et 60, on arrive à peu près au prix d'une licence P1 ici. Et le modèle, ben, on va être limité un petit peu au niveau du modèle jusqu'à 100 gigs ici. Et c'est le même principe que Power BI Pro, en ce sens que si je veux voir un rapport paginé, je vais avoir besoin d'une licence Power BI Premium per User ici. Si je veux voir une feature, si je veux voir une caractéristique qui est premium, je vais avoir besoin d'une licence Power BI Premium per User. Ce qui n'est pas le cas ici avec les licences régulières. Donc, ici, on voit les premium per user versus une capacité. C'est-à-dire que donc, je vais avoir cette fois-ci une capacité par usager. Ici, donc, je peux faire 48 rafraîchissements par jour. J'ai les rapports paginés. Ce qui va manquer, c'est le multi-geo support. C'est-à-dire que je pourrais dire que je pourrais avoir, moi, un data center qui est au Canada. Je pourrais en avoir un en Europe en tant que tel. Et si celui du Canada flanche pour toutes sortes de raisons, ben, on va aller sur celui de l'Europe. Donc, c'est la partie Availability ou HA en bon français. Ici, en méthode distribution, ce que ça veut dire, en fond, c'est que je ne peux pas avoir de user en tant que tel. Puis, donc, il faut vraiment que j'ai une licence pour pouvoir avoir les rapports ici. Et Power BI Reports On-Prem, donc Power BI Report Server ou SSRS. Donc, je n'ai pas ça avec Premium per User. Ça vient juste avec une licence. Ça vient juste avec une capacité. Et ça, j'en parle plus tard aussi. Ça vient aussi, je n'ai pas besoin d'avoir Power BI pour ça, licence Power BI Premium pour ça. Je pourrais avoir SQL Server Enterprise Edition, donc la dernière version qui serait 2019 Enterprise Edition, avec software assurance. Ça veut dire que si on tombe à SQL Server 2022 l'an prochain,
ben, on pourrait mettre à jour nos serveurs à 2022 sans payer de licence en tant que tel, parce qu'on paye le SE, le software assurance. Ici, donc, le Power BI Report Server vient avec ça aussi, parce que c'est une évolution de Reporting Services. Je vais vous le montrer tantôt aussi. Puis, Bring Your Own Key, ça, c'est possible ici avec Power BI Premium, comme c'est possible avec Capacity. Dans le fond, ici, je vais juste aller à l'autre slide, Dedicated Capacity. C'est ça qui est Power BI Premium. Ce que ça fait par rapport à Power BI Pro, Power BI Pro, vous êtes sur un serveur en tant que tel. Vos rapports, vos workspaces vont être sur un serveur, bien entendu, isolé de tous les autres clients de Microsoft. Mais vous allez être exemple si vous êtes sur Power BI Pro depuis longtemps. Les premiers serveurs qu'il y avait en Amérique du Nord en 2014, c'était North Central US. Donc, vous êtes sur un data center North Central US, mais vous n'avez pas une capacité dédiée à vous. On appelle ça du shared capacity. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on va être limité au niveau de ce qu'on peut faire au niveau de la taille des modèles, au niveau du rafraîchissement incrémental. Donc, on va être limité avec ça parce que Microsoft ne peut pas nous garantir d'avoir un temps d'exécution acceptable avec une capacité qui est partagée, donc share capacity. Dedicated capacity, c'est comme si vous achetiez un serveur sur le cloud. Alors, c'est pour ça que ça coûte plus cher. Donc, des dedicated capacity, une capacité qui est dédiée. Donc, Power BI Premium per User a ça en partie. Et Power BI Premium régulier, lui, c'est carrément ça. Donc, ce que ça nous permet de faire des dedicated capacity, donc, on le voit ici, donc, je peux avoir des data flows avec des rafraîchissements incrémentaux, ce que je ne peux pas avoir avec Power BI Pro aussi. Enhanced Computation, ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir stocker mes données. Exemple, si je suis en Direct Query, je vais pouvoir stocker mes données en quelque part dans Azure au besoin. Ça veut dire que là, je pourrais aller pratiquement en mode d'importation avec ça. Donc, Enhanced Computation, je peux aussi pouvoir utiliser un Dataflow sur un autre Dataflow. Donc, je peux avoir un Dataflow qui est composé de différents Dataflows. C'est possible de faire. C'est possible de. C'est une capacité qui est possible avec Power BI Premium per user. 48 rafraîchissements par jour par rapport à 8. Donc, si on a une journée de 8 heures, c'est pratiquement 15 minutes, on peut faire un rafraîchissement. Ici, capacité machine learning, donc artificial intelligence ici. Donc, je peux faire du predictive analysis, sentiment analysis. Predictive analysis, ça serait comme, je voudrais prévoir, je voudrais dire, bon, ben, peut-être dans 3 mois, quelles vont être mes ventes dans tel territoire. Par exemple, basé sur les données que j'ai dans le passé. Sentiment analysis, ce que c'est tout simplement, on va prendre certains textes, on peut prendre du texte, ça peut prendre des emails et on va pouvoir dire, ou ça peut être que souvent, on va voir ça sur Twitter, on va voir, j'ai mis un nouveau produit sur le marché, ou je pense mettre un nouveau produit sur le marché, quelle est la réaction des gens par rapport à ce produit-là sur les réseaux sociaux? Je parle entre autres de Twitter. Ici, XML Point, ça c'est très important, j'en parlais tantôt, c'est la façon de se connecter sur la partie cube de Power BI. Parce que Power BI, à la base, c'est un cube. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un cube, c'est Analysis Services. Microsoft ont travaillé sur Analysis Services qui est appelé en bon français MSOLAP en 1998. Donc, ça fait un bail de ça. Quand j'ai commencé en informatique, si on voulait faire des cubes, donc quelque chose avec Microsoft, ce que c'est un cube finalement, c'est que ça calcule certaines agrégations. Ça va nous permettre, c'est une couche sémantique qui me permet de calculer certaines agrégations, de me donner une rapidité d'accès et une simplicité d'accès aussi. Donc, c'est ça un cube. Maintenant, Microsoft ont sorti, certains vont peut-être s'en rappeler, en 2009-2010, plus en 2010, ils ont sorti Power Pivot. Power Pivot, c'est un cube aussi. Power Pivot a été créé par l'équipe de Analysis Services, mais ils ont sorti un nouveau format de cube qui est le format tabulaire, donc en format de table. Donc, moins restrictif que le cube OLAP, le cube multidimensionnel.
Ici. Et ce qu'ils ont fait, Microsoft, donc, comme après ça, ils ont fait évoluer Power Pivot sur Power BI dans Excel. Et ça, je raconte un peu d'histoire pour voir où le produit vient de où en tant que tel. Et donc, ce qui se passe, c'est que Microsoft voulait le faire évoluer à chaque mois. Excel ne peut pas évoluer à chaque mois aussi rapidement que Power BI selon les besoins de Power BI. Et les entreprises ne mettront pas à jour à chaque mois leur Office 365. Ça, c'est certain. Ça demande trop d'efforts. Donc, Microsoft ont sorti Power BI comme étant un produit. Mais le XML Point, c'est le cube à l'arrière, l'engin, si vous voulez. Quand on fait du DAX, c'est sur le cube qu'on le fait. Et XML Point, ça nous permet de se connecter sur le cube. Ici, et j'ai les rapports paginés, les rapports SSRS, là, donc des rapports plus Pixel Perfect, des rapports d'entreprise. Ici, et j'ai aussi maintenant les deployment pipelines. Il y a eu une annonce hier à Build en tant que tel que les deployment pipelines sont rendus généraux maintenant. On peut les prendre avec Power BI Premium sans problème. Ce que ça veut dire, c'est que si je crée des rapports dans un environnement de test ou QA, je vais pouvoir les déployer automatiquement sans y aller de manière manuelle sur un environnement de production. Et j'ai plus de sécurité aussi avec un dédicated capacity. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais une machine à moi sur le cloud. Ici. Donc, c'est quoi les différentes audiences qu'on pourrait avoir avec ça? Si je regarde ici, j'ai Power BI Pro ici, ben, je peux évidemment me servir d'une capacité dédiée Power BI, capacité partagée Power BI Pro. Et aussi, si j'ai une licence Premium per Capacity, donc Power BI Premium, ben, je vais pouvoir publier et évidemment voir des rapports sur Power BI Premium. Évidemment, si j'ai une licence Premium, je n'aurai pas de Premium per User. Donc, avec une licence pro, je ne peux pas accéder à du premium per user. La raison est simple, c'est parce que, comme je disais tantôt, si vous êtes en mode premium per user, vous avez un rapport que vous avez créé avec des capacités premium per user dans votre workspace. Ça vous prend une licence premium per user pour les voir. Une licence pro ne sera pas suffisante. Pourquoi qu'ils permettent avec premium per capacity? Parce qu'on ne paye pas le même prix. On paye pour beaucoup de licences. Puis là, s'il fallait qu'en plus on paye pour une licence pro, pour accéder au premium per capacity, ce serait fou un peu. Là. Donc, c'est pour ça que Microsoft, ils vont avec ce modèle-là. Premium per user, ben ça, c'est un sweet spot parce que ça me permet de dire, je peux voir tout ce qui a été fait dans un Workspace Pro. Évidemment, un Workspace Premium per user, mais en plus, je pourrais voir ce qui a été fait dans un Premium per capacity. Donc, c'est un peu le one size fits all ici. Mais si vous avez du Premium per capacity, je ne verrais pas pourquoi vous payeriez pour une licence de Premium per user. Si vous voulez publier quelque chose, vous allez avec l'option qui est ici, parce que c'est moins cher, 50% du prix. Si je tombe après ça dans le mode Premium per Capacity, la matrice ici, ce qu'elle me dit, c'est que Premium per Capacity sans de licence nommée, donc sans licence Pro, ici, ou Premium, ben, je peux juste voir ça, c'est le mode Viewer. Donc, quelqu'un qui veut juste voir les rapports paginés de mon entreprise, ce qu'il va faire, c'est que je peux lui donner un mode de Viewer avec Premium per Capacity. Juste quelques instants, je vais fermer ma fenêtre parce que c'est assez bruyant. C'est la beauté du travail à la maison. Voilà. OK. Donc, les data flows de Power BI, ça ici, ça c'est arrivé il y a quelques années. Ça nous permet de dire qu'est-ce qui manque. En fait, le but de ça, le but des data flows dans Power BI, la raison pour laquelle ils ont été introduits, j'ai des données officielles qui peut être mon entrepôt de données, qui peut être un data lake qui est en mode read-only pour moi, donc en lecture seule. Et moi, je voudrais rajouter certaines autres données. Je voudrais rajouter des données qui viennent d'exemple Yahoo Finance, par exemple, les données stock market de Microsoft, par exemple. Et pour pouvoir faire ça, ben, j'ai besoin d'avoir une capacité supplémentaire qui permet de dire, je vais me servir du Dataflow pour dire, je vais aller chercher je vais aller chercher des données, je vais les mettre dans mon Dataflow en mode low code ici.
Et ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me permettre de pouvoir dire que ce data flow-là existe. Je le rafraîchis à chaque jour, par exemple. Et je vais pouvoir aller chercher les données à chaque jour et n'importe qui crée un rapport après ça Power BI Desktop, si je donne la permission, va pouvoir se connecter sur le data flow que j'ai créé. Donc, ça me permet de réutiliser certaines transformations ici ou de faire des modèles à partir des mêmes transformations. Ce que Premium nous donne, c'est que je peux faire, comme j'ai mentionné plus tôt, je peux avoir des rapports, je peux avoir des data flows qui servent d'autres data flows. Donc, je pourrais prendre, j'ai plusieurs entités dans mon data flow. Ben, avec Premium, je peux dire, je me crée un autre data flow, mais en plus, je vais donc, avec des nouvelles sources, je vais pouvoir utiliser des sources d'un data flow existant aussi. Donc là, c'est le rafraîchissement qui est assez intéressant avec ça. Parce que si, quand je rafraîchis mon data flow, lui, il faut qu'il aille voir si l'autre data flow a été rafraîchi, sinon il va faire un rafraîchissement. Donc, ça devient un peu plus complexe comme gestion, mais c'est possible d'être fait avec Premium ici. Et j'ai des lignes computed entity, ça veut dire que si je calcule moyenne des ventes annuelles, je pourrais la mettre dans un computed entity. Je n'aurais pas à la recalculer à chaque fois pour tous mes rapports. Je pourrais juste réutiliser cette entité-là ici. Et j'ai les rafraîchissements incrémentaux que je peux faire. Donc, ça me prend une colonne dans mon dataset DateTime. Et là, à ce moment-là, ce que je peux faire, je peux rafraîchir mes données de façon incrémentale à chaque jour, à chaque mois. Donc, c'est possible d'être fait avec Power BI Premium. Ici. Les XML endpoints, je vous ai dit tantôt, ça me permet de me connecter à la partie cube, à la partie données de Power BI. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait ça après. Donc, ce que ça me donne, les XML endpoints ici, je peux prendre SQL Server Management Studio pour ceux qui sont plus IT. Je peux prendre, ici c'est DAX Studio. Je peux me connecter avec SQL Server Data Tools. Donc, quand je veux créer la partie plus IT ici, Modeling, Management, puis and Debugging ici. Et en plus, je peux me servir de Power BI pour accéder à ça et évidemment Tableau et Excel. Donc, tout ce qui peut se connecter sur un cube est capable, en théorie, de se connecter sur les XML points. Ils peuvent être en lecture seule ou ils peuvent être aussi en lecture et écriture. C'est-à-dire que je pourrais avoir un job qui est rafraîchir une table de mon modèle en tant que tel, une entité de mon modèle en tant que tel, en passant par un job qui serait avec SQL Server Management Studio ou un job qui serait dans le SQL Server quelque part. Donc, ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne à l'instant. Donc, je vais juste ramener ma VM ici. Si je m'en vais là-dessus, oui. Attendez un petit peu. Bon. Portal. Je pense que j'ai une machine ici qui l'a. Ah, voilà, c'est bon. C'est un peu mieux comme ça ici. Je vais grossir un petit peu. Quand je vous disais tantôt, si je m'en vais dans ici, Power BI Embedded. Ça, c'est si je vais avoir une capacité premium ici, avec sans avoir à payer pour une licence. La beauté de ça, c'est que je peux partir ma capacité et je peux la réduire et je peux l'arrêter. Je peux la grossir, je peux la réduire selon mes goûts. Là. Donc, ce que ça me donne ici, c'est que si je fais un change size, pour faire du machine learning, ça prend du A2 au minimum. Mais pour faire des rapports paginés qui demandent une capacité premium, je peux me servir de n'importe quelle capacité ici. Donc, là, moi, j'ai pris du A2 présentement ici, mais je peux le resizer comme je veux. Je clique en resize, puis ça fait du resize. Ce que j'ai, le A4 ici représente la capacité P1 de Power BI Premium. On parle de 7662,37 par mois ici. Et on peut aller évidemment plus que ça. Je peux aller, donc ça, c'est le nombre de vCores que je peux avoir. Donc, ça, c'est vraiment une machine que je réserve sur le cloud ici. Et comme je vous disais,
je viens dans l'overview ici, je peux avoir un Logic App qui va dans Azure qui part ça le matin à 8 h et qui l'arrête le soir à 6 h. Le change size, le prix que vous voyez ici, c'est basé sur une utilisation de 730 heures, 24 heures sur 24. Fait que si j'ai 200 heures au lieu de 730 heures, ben, ça veut dire que si je prends une capacité P1 ici, ben, on peut à peu près le diviser en 3. Donc, ça va coûter beaucoup moins cher. Donc, ça, c'est la partie Power BI Embedded ici. Et ça, quand on a fait cette capacité-là, on s'en va dans le portail de Power BI et je peux, à ce moment-là, assigner une capacité à un workspace en particulier. Et je peux, comme vous voyez, je peux en avoir plusieurs ici. Donc, je pourrais en avoir un qui serait du A1, je pourrais en avoir un qui serait du A6 pour faire certains tests. Si c'est du A6, je vais m'assurer qu'il ne roule pas trop longtemps, là, parce que ça va coûter assez cher. Mais ça, c'est possible d'avoir ça ici. Ça, c'est la partie Power BI Embedded. Si je m'en vais ici, je vais aller dans Power BI. Donc, il y a quelques petites choses que je vais vous montrer. Je m'en vais dans mon workspace ici. Donc, ça, c'est les rapports que j'ai créés. Ça, ce sont mes datasets. Ça, c'est un data flow que j'ai fait ici. J'allais chercher les données de 1 an de Microsoft sur Yahoo. Et ce que j'ai fait ici, je suis carrément, je vais aller en mode on va le modifier. Le data flow, je vais essayer de grossir un peu mon écran. Voilà, 250, c'est peut-être un peu gros, mais bon. Ici, et donc, on va voir un petit peu les sources de données que j'ai. Ça va arriver, voilà. Voyez-vous, ça, c'est une requête à Yahoo Finance qui va chercher des données à Microsoft. La période, c'est du Unix timestamp, là, ici. Donc, c'est le nombre de, je pense que c'est le nombre de secondes qui, depuis le 1er janvier 1970. Donc, je choisis cette période-là à cette période-là. Pour vous dire, c'est du 20 décembre 2019 au 20 décembre 2020. Ça, je me suis fait ça, je me suis connecté avec ici, je me suis connecté sur une page web, si mes souvenirs sont bons aussi. J'ai pasté l'URL et j'ai pris une authentification aussi, aucune. J'en avais pas de besoin, c'est quelque chose qui est public. Donc, après ça, le tout s'est fait pas mal seul. Là. Le Dataflow, il a changé le nom il a changé le type des colonnes. J'ai renommé une colonne et j'ai changé le type aussi. Je l'ai mis en texte parce que les dates, quand on s'en sert dans autre chose, quand je m'en sers avec Spark, je m'en sers avec, parce qu'un Dataflow, ici, la façon que je m'en sers avec Premium, je me suis assuré que ça pouvait aussi se servir avec un Common Data Model qui est Dataverse jusqu'à un certain point. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ce dataset-là et je le prends après avec Synapse ou ou d'autres produits. Mais ça, c'est un autre démo. C'est pas ce que je veux vous montrer ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si je m'en vais, je vais faire Cancel. Ça, c'est la partie édition. Voyez-vous, en quelques clics, j'ai pu amener des données qui venaient du web. Si je m'en viens dans la partie Incremental Refresh, si je la mets ici à On, là, ça me prend une colonne qui a du date time. Moi, j'ai juste du date ici. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas pour ma démo, mais je vais juste vous montrer ce que ça fait. Je peux réfléchir par jour, par mois, par trimestre, par année. Ici, Store Rows from de part, donc je pourrais dire les 2 derniers mois. Ici, ça veut dire qu'il va stocker ces lignes-là et je veux qu'il rafraîchisse le dernier mois. Ici, donc, et comment est-ce que je veux, quelle colonne je veux qu'il prenne pour détecter, ça me prend une colonne de date and time pour ça ici, et juste rafraîchir les mois complets. Ce que ça veut dire, c'est que si je suis le 5 mai, il n'ira pas chercher du 5 mai au 5 avril, il va chercher du 5 mai au 1er avril, par exemple, ou du 5 mai au 1er mai. Donc, ça, c'est le rafraîchissement incrémental. Et la partie AI, ben, je pourrais ajouter ça à un machine learning model aussi. Sinon, ben, là, dans les properties, il n'y a pas grand-chose, c'est juste une description que je peux faire avec ça. Donc, ça, c'est la partie data flow.
Maintenant, comment est-ce qu'on se sert de ça? Quand j'ai un Workspace Premium ici, mon Workspace, dans les propriétés, ben, je peux dire que j'ai une connexion Azure, je me suis mis un stockage ici. Ça, le stockage, il vient de ce resource group-là, puis ça vient de ce storage account-là ici. Ce que ça veut dire, c'est que quand j'apporte mes données, il va les cacher dans mon workspace ici, dans mon storage account ici du côté Azure. Ce qui fait qu'il n'a pas à aller chercher mes données on-prem à chaque fois si je suis connecté sur quelque chose qui est on-prem, il va les amener du côté Azure. Donc, c'est un genre de cache qui s'est fait ici. Le côté premium, donc j'ai premium per user. Mon licensement, ça peut être pro, donc moi, j'ai premium per user. Je n'ai pas de premium per capacity parce que je n'ai pas payé le 7300 par mois ou le 6500, dépendamment de l'entente. Et le embedded, c'est parce que j'ai rien qui roule présentement. J'ai pas mon embedded, il est à pause encore. Il y a différents formats ici, le large format puis le small. Par défaut, ça va être small dataset format. Moi, je l'ai mis à large simplement parce que je voudrais aller jusqu'aux 100 gigs de données si j'avais quelque chose qui se rafraîchissait. Ce que ça fait, en gros, c'est que quand je vais déployer mon rapport, ça, c'est une question qui arrive souvent. Quand je vais déployer mon dataset Power BI, il va avoir une limite de 1 gig quand je le déploie. Mais une fois qu'il est déployé, là, je peux aller à quelque chose qui est plus gros, jusqu'à 10 ou 10 gigs ou 100 gigs après, quand je rafraîchis les données sur le portail de Power BI. Donc, et le Workspace Connection, ça, c'est les XML endpoints. Je vais vous montrer ce qu'on fait avec ça. On va se partir un petit Excel de ce monde. Voilà. Je vois que le temps file. Je vais passer au rapport paginé après. Ici, donc, ce que ça me permet de faire, ça permet de dire que je me connecte sur, on dit, sur une database, Analysis Services ici. Je vais mettre le nom du serveur, authentification, mais je ne rentre rien. Il va me demander qu'est-ce que je veux comme email. Oui, c'est ça. Et il va me demander, après ça, on va y arriver. Voilà, quel modèle je veux et qu'est-ce que je vais prendre. Moi, je vais prendre, par exemple, Power BI Synapse que j'avais. Et là, voyez-vous, maintenant, c'est comme si j'étais connecté sur un cube. La même chose. Le temps qui se connecte, là, c'est comme si j'étais connecté sur un cube. Donc, je peux faire un pivot table. Et voilà. Donc, j'ai mes mesures qui ont été définies ici. Là, c'est long parce qu'il va les chercher sur Azure, là, mais il va les chercher sur le cloud et voilà. Puis, je peux y aller par compagnie, par exemple. Ici, puis je peux aller par année aussi. Donc, voyez-vous, c'est possible de faire des choses comme ça. C'est comme si j'étais connecté sur un cube. Et je peux aussi me connecter avec SQL Server Management Studio, puis je peux dire que je vais prendre une table en tant que telle. On a un modèle ici, Power BI Synapse. Là, voyez-vous, lui, c'est un direct query, par exemple. Non, voilà. C'est pour ça qu'il ne voudra pas. Ici, et dans les tables que j'ai ici, je ne pourrais pas les rafraîchir parce que ça, je suis en direct query, mais si j'ai un modèle qui est importé, je vais pouvoir dire que je vais processer, donc rafraîchir une table ici. Mais pour faire ça, il faudrait que je sois en mode read-write, ce qui n'est pas le cas. Présentement, je suis en mode read-only avec mon XML point. Donc, comme le temps file, je vais revenir à la présentation parce que je veux parler des rapports paginés. Voilà. Donc, les rapports paginés, qu'est-ce que c'est? C'est carrément Reporting Services. Ici, c'est des rapports Pixel Perfect, c'est des rapports d'entreprise souvent. J'ai des clients qui sont servis de ça pour imprimer leurs factures dans leur application. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pris ça maintenant, puis ils ont mis ça dans le Power BI Premium, puis ils impriment encore leur facture à partir de Power BI Premium. Ici. J'ai Power BI Report Builder, qui est pas Power BI Desktop. C'est carrément un autre outil Power BI Report Builder qui permet de me connecter sur un Power BI dataset ici versus d'autres sources de données que je vais vous montrer tantôt dans ma présentation. Dans le futur, Microsoft va aller vers, comme Power BI Desktop, vers un outil qui est juste web-based, que je n'aurai pas rien à télécharger sur mon poste, mais on n'est pas là encore. Et aussi, je peux aussi migrer, me servir de ça pour migrer mes rapports on-prem sur mes rapports Reporting Services on-prem. Là, je peux les amener sur Power BI Premium ici.
Je peux accéder à mes sources de données directement à partir en directory à partir de SSRS, comme le mode, comme je faisais avec SSRS, pardon. Ça, c'est le mode par défaut, ou je peux me servir d'un Power BI Data Model aussi. Donc, ça vient de où les Paginated Report? Avant 2004, on faisait du développement avec Microsoft. On servait de Crystal Report ici. Donc, ça venait avec Visual Studio. On pouvait faire des rapports avec ça et on pouvait les distribuer. En 2004, Microsoft ont acquis une compagnie et ont appelé le produit SSRS, donc SQL Server Reporting Services 1.0. Ici, en 2005, ils l'ont intégré. Ça, c'est un produit standalone. Ils l'ont intégré en 2005 à leur suite Microsoft BI. Ils l'ont fait évoluer et maintenant, jusqu'à 2019, ils l'ont incorporé avec Power BI Paginated Report. Donc, en 2016, on a fait SSRS 5, si vous voulez, qui était modernisé finalement l'interface de Reporting Services. Parce que jusqu'à 2014, on pouvait juste avoir une résolution. Les rapports étaient optimisés pour une résolution de 1024 par 1668. Donc, et on n'était pas en HTML5. Maintenant, on est allé en HTML5 avec à partir de 2016. Ici, donc, on peut avoir du code behind. Je vais vous montrer ce que c'est. Je peux avoir des souscriptions aussi avec les rapports. Donc, je peux recevoir les rapports par email chaque jour avec ça. La démo, c'est là que je voulais aller. Je vais aller dans ma VM qui est ici. Je mentionnais tantôt, ça c'est SSRS, mais c'est Power BI Report Server. Ça vient avec Power BI Premium Capacité ou avec SQL Server. Juste en gros, ce que ça donne, là, si je pars Sales Order ici, je vais monter ce rapport-là. Le rapport roule sur le localhost, donc roule sur un serveur on-prem, ici. Ce rapport-là, moi, ce que j'ai fait, je l'ai pris et j'ai déployé ce rapport-là. Je vais dans les contents ici. Vous allez voir, ça va être un peu plus long à rouler. Je prends les Regional Sales ici et j'ai pu rouler ce rapport-là, ici, le temps qu'il load, sur Sales Order, pardon, c'était Sales Order, c'est pas grave. On va revenir ici. Sales Order, puis ici. Voilà. Donc, c'est le même rapport que je vais vous montrer, cette fois-ci qui roule avec sur Power BI Premium. Ici, c'est un peu plus long à faire du render parce que là, il faut qu'il aille chercher les données. Je suis en mode Direct Query et les données sont sur mon serveur ici. Mais voyez-vous, c'est le même rapport ici. Puis je fais un print now pour vous montrer que c'est un rapport paginé. Ici, ben, on va pouvoir voir que ça s'imprime sur plusieurs pages. Ici. Donc, voyez-vous, page 1, page 2, page 3, et voilà. Donc, ça, c'est des rapports paginés ici, des rapports officiels. J'ai des paramètres que je peux me servir ici. Je peux faire la même chose, mais c'est plus des slicers, en fait, que des paramètres. C'est plus des slicers du côté Power BI, ça, ici. Donc, ça, c'est mon rapport paginé ici que j'ai pu faire. Donc, la même chose. Comment je l'ai fait? Là, je passais avec un outil, juste pour vous montrer comment est-ce que les rapports paginés, on va prendre un outil qui s'appelle, ici, qui est Power BI Report Builder, ici. Et ça, juste pour vous montrer l'interface de ça, si j'en pars un nouveau, Power BI Report Builder, je pars quelque chose qui est nouveau aussi. Il va l'ouvrir, voilà, j'ai rien. L'interface va être vide. Un jour. Donc, ça me donne une interface vide, puis il me demande de faire un rapport en tant que tel. Si je m'en vais sur la VM, parce que là, je l'ai ouvert sur mon poste à moi, sur la VM, voyez-vous, c'est la même interface, la même chose. La différence, c'est qu'ici, je peux ajouter une data source, donc des data sources que je peux ajouter. Je montre ça, mais c'est les mêmes. Ici, je peux avoir donc, je peux avoir toutes ces sources de données-là. Là, on ne voit pas très bien, je vais juste grossir un peu. Ce qui m'a magnifié, là, parfait. Donc, ici, je peux me connecter sur toutes ces données-là, ou je peux, ici, donc ça, c'est la partie Report Builder. Si je prends l'autre, Report Builder ici, je vais vous montrer sur la VM à place.
Lui, peu importe le rapport que je vais utiliser. Donc, je m'en viens sur mon rapport. Voilà, ici. Et la différence, c'est qu'ici, je peux ajouter une source de données. Data source, là, il ne veut pas répondre. Voilà. Donc, j'ai le même menu que j'avais avant, mais j'ai moins de sources de données que je peux me servir ici. Donc, j'en avais beaucoup plus tantôt, là, j'en ai moins. Et en plus, si j'ajoute une source de données, ici, ce que ça va faire, je peux aussi me connecter sur un Power BI dataset, ce que je ne peux pas faire avec le Report Builder on-prem. Donc, c'est ça qui est, le Report Builder ici. Donc, je pourrais me connecter sur quelque chose qui existe déjà. Je vais faire cancel. Donc, il me demande maintenant, je vais me connecter sur quel workspace, quel dataset, et là, je peux monter un rapport carrément à partir d'ici. Une partie qui est intéressante, c'est qu'il y a une partie qui s'appelle Code Behind ici, que je vais vous montrer dans mon petit rapport. Finance scénario, title, c'est pas ça que je veux. Je suis réduit tout ça. C'est, hop, ici, pour toutes sortes de raisons, il ne veut pas s'afficher. J'ai un petit rapport que j'ai fait par BI LT. Ici, bon, je vais juste le rouvrir tout simplement. Non, ça c'est par BI Report Server. Je vais juste ouvrir un petit rapport ici. Là, quand je peux ouvrir le rapport, je peux l'ouvrir. Oui, pour ça, c'est le Report Builder. Mon Dieu. J'ouvre. Je prends avec l'interface. Donc, quand j'ouvre un rapport ici, je peux dire que je prends le rapport et là, je peux ouvrir un rapport sur le PC ou sur Power BI Service. Microsoft appelle ça Power BI Service. Nous, on fait une distinction, on appelle ça Power BI Premium. Mais c'est parce que moi, je réfère à Power BI Service qui est Power BI Pro. Rapidement, ce que je vais vous montrer, c'est un petit rapport ici que j'ai créé et j'ai fait quelque chose qui s'appelle un concept de code behind, donc le code. Avec ce petit bout de code-là, ce que ça me permet de faire ici, j'ai certains paramètres ici, donc ce n'est pas un bout de code qui est très long. Ça me permet, moi, je m'en suis servi à plusieurs reprises pour traduire mon rapport. Si je roule le rapport qui est ici, bon, il va me demander, c'est pourquoi je vais le rouler sur ici. Parce que lui, il ne me posera pas de questions. Ici, je vais partir ce rapport-là. Il devrait s'afficher éventuellement. Benchwork LT, non, ce n'est pas lui. C'est l'autre. Azure, voilà. C'est un rapport vite. Oh oui, on va y arriver. Voilà. Avec le petit bout de code que j'ai fait, je peux dire que par défaut, c'est anglais. Vous allez voir, ce n'est pas un beau rapport, là. Mais voyez-vous, salesperson, due date, order date, ici. Ce que je peux faire, moi, je peux dire mon langage ici, c'est français. Et en faisant ça, je fais un view report ici. Et voyez-vous, un représentant, date due, date de la commande, statut. Tout ça, c'est relié à une table dans SQL Server ici. Et j'ai rentré les traductions. Et dans mon rapport, ben, j'ai mis des expressions pour dire va appeler le code avec, exemple, salesperson et il me renvoie la traduction et c'est ça qui affiche ici. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec Reporting Services. Dans mon cas, j'avais 52 rapports à faire en français, un en français, un en anglais. Donc, ça m'en aurait fait 104. On s'est ramassé juste à en maintenir 52. C'est toujours le même rapport, mais on prend ce truc-là ici qui me permet de traduire mes rapports à la volée. Alors, je reviens à mon PowerPoint ici. Donc, c'est ça qui est les rapports paginés avec Power BI Premium per User. Sylvain, est-ce qu'on a des questions? Si on est rendu aux questions, oui, Oui, je pourrais peut-être, mais est-ce que tu veux arriver à la conclusion avant? On pourrait, oui, on va arriver à la conclusion, effectivement. En fait, la conclusion, ce n'est pas très complexe. C'est que la conclusion, c'est de dire que si vous voulez apprendre les rapports paginés, vous avez les Paginated Reporting a Day. C'est un cours, c'est un lien. Je pense que Sylvain, tu vas l'avoir mis dans tes liens, là, dans ta slide de lien en tant que tel. Et oui. voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pourquoi aller vers Power BI Premium? Pour avoir plus de capacité. Et là, on entre, comme vous avez vu, dans des scénarios qui sont plus TI
que des scénarios usagers en tant que tels, parce que c'est maintenu par TI. C'est carrément, quand on parle de capacité, ben, on parle d'une question de coût. C'est pas juste, bon, c'est 25 par mois, mais si je donne ça à toute mon entreprise au complet, ça peut me coûter assez cher. Voilà, c'est tout pour moi. Parfait. Ben alors, je vais reprendre le contrôle pendant que Oui, tu réponds aux questions. Une première question que j'ai, c'est à propos des pages, des rapports paginés. oui. Jusqu'à combien de pages peuvent avoir ces rapports-là? Ben, jusqu'à combien de pages on veut faire? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, j'ai vu des rapports paginés qui avaient jusqu'à 700 pages. Maintenant, le temps de faire un render, donc d'afficher le rapport, ça prenait peut-être 10-15 minutes. On avait des time-out. C'est pas, j'ai pas de, moi, honnêtement, moi, je connais pas de limite en tant que tel avec ça. OK. C'est plutôt au niveau de la performance qu'il peut y avoir des limites, là. Oui, parce que OK. si j'essaye de. Parce qu'il va quand même essayer en background d'afficher mon rapport, quoi que je vais y aller à page 352. Donc, c'est pour ça que ça va prendre beaucoup de temps. Quand on est on-prem avec SSRS, c'est le même problème. Et c'est pire parce que SSRS, je risque d'avoir moins de capacité. Alors donc, OK. oui, donc il n'y a pas vraiment de limite. Et pour exporter, je ne l'ai pas montré, mais pour exporter des données en Excel, je n'ai pas une limite de 30 000 lignes comme j'ai avec Power BI Desktop. Donc, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça, on roule un rapport Power BI, l'usager le veut en Excel puis il le veut en PDF. On va automatiser la production des fichiers PDF puis des fichiers Excel et on va les mettre sur un répertoire en quelque part. Donc, c'est possible d'être fait avec Power BI OK. Premium. J'ai aussi une question, ça revient, je pense, ça fait référence à une diapositive que tu avais un peu plus tôt là, dans le webinaire à propos de la dedicated capacity, là. Oui, Je pense que tu avais mentionné qu'il y avait 48 jusqu'à 48 oui, rafraîchissements possibles. oui. La question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des besoins de IoT, Internet of Things, où on a besoin peut-être d'un plus grand rafraîchissement? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On ne fera pas la même chose. C'est que là, on n'aura pas les mêmes datasets. On va avoir ce qu'on appelle des datasets streaming ici. Donc, c'est un autre type de dataset qui, lui, il n'y a pas de rafraîchissement en tant que tel. Là, c'est vraiment streaming, ça veut dire que c'est real-time. Donc, on n'a pas la question ne se pose pas. C'est pas la même OK. chose. Euh, il y Et a en passant, peut-être je ne fais pas les mêmes rapports. Hein. C'est pas les mêmes, je suis limité en termes de visualisation. Microsoft ont annoncé à Build hier que maintenant, avec les Dataflow, on pourrait faire du streaming. Et ce qu'ils font finalement, c'est que le Dataflow, ils vont cacher des données sur le disque, dans un storage account. Mais c'est quelque chose qui s'en vient. Là. On va pouvoir faire du streaming avec les Dataflow aussi. Donc, supporter un plus grand nombre de visualisation que ce qui est possible présentement. Ben écoute, on aurait pu continuer encore longtemps. D'après Oui, ce qu'on peut voir, c'est un sujet inépuisable. Tu es une source de connaissances inépuisable, je devrais dire, Christian, mais il arrive midi. oui, Je vais partager là, le dernier sondage là, de fin là, pour l'évaluation. Alors, si vous pouvez peut-être prendre une petite minute là, pour compléter ça, ça nous aide beaucoup là, dans l'organisation de nos webinaires. On travaille déjà à notre prochaine saison qui va débuter au mois de septembre l'an prochain. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup aux merci beaucoup. participants, en espérant Merci que ce beaucoup. sera utile. Vous devriez recevoir le PDF là, dans les minutes qui suivent et l'enregistrement du webinaire devrait se sortir là, dans les prochains jours, d'ici à vendredi, essentiellement. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de journée et bonne semaine aussi. Au revoir. Merci, au revoir.